Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 11, Max la menace. Nous avons vu dans le précédent épisode comment l'empereur Alex a bien malgré lui inauguré la crise du IIIe siècle à Rome. Son absence d'autorité sur l'armée va malheureusement lui coûter la vie. Ce qui est, si vous avez bien suivi, un peu un comble pour un empereur dont le nom de famille est Sévère. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que cette crise importante de l'Empire romain commence une vingtaine d'années avant la première mention des Francs dans les textes. Car avant même d'aborder les Francs en détail, c'est tout le monde germanique qui se met à frapper aux portes de l'Empire romain vers 230-240. Au point où les Germains ont désormais un rôle de premier plan dans l'histoire de Rome. Les paysans sympathiques attachés à leurs vaches et à leurs cousins vont commencer à faire parler d'eux d'une manière retentissante en ce IIIe siècle. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. En mars 235, l'Empire romain se retrouve donc momentanément privé de son empereur. Les légions stationnées à Mayence ont décidé de ne pas supporter plus longtemps le règne du bien trop faible Sévère Alexandre, qui portait si mal son nom. Ils lui ont donc réglé son sort avec quelques coups de glaive bien ajustés au beau milieu de son camp militaire. Et ils ont ainsi débarrassé Rome et l'histoire des derniers représentants de la dynastie Sévère du même coup. Une nouvelle page de l'histoire romaine commence, ce qu'on appellera bien plus tard la crise du IIIe siècle. Parce que si vous pensiez qu'un coup d'État militaire perpétré par un général indépendant d'un coin de l'Empire, sans autre légitimité que sa mainmise sur une ou deux légions, allait tout à coup amener la paix et la stabilité dans l'Empire, vous vous trompez lourdement. Mais on y reviendra. Les choses changent donc pour l'Empire romain. Mais les choses changent aussi du côté des tribus germaniques et plus particulièrement des Alamans dans leur rapport avec l'Empire. Alors parlons un peu des Alamans. On l'a dit, on sait peu de choses de ce peuple en ce début de IIIe siècle. Ce sont des Germains, évidemment, mais est-ce une tribu en tant que telle? Pas forcément. Habituellement, on parle plutôt d'une confédération de tribus germaniques. Une confédération qui apparaît dans les textes romains à partir de 213 avec Caracalla, le grand-oncle de l'empereur Alex, et puis voilà, pas de début en fanfare, juste un groupe de Germains agressifs vivant aux frontières de l'Empire sur la haute vallée du Rhin qui se fait remarquer par son antagonisme avec Rome. Tout au plus, on peut supposer que cette troupe agglomère des hommes et des tribus suèves déjà existantes et d'autres peuples installés autour du Bade-Wurtemberg et de la Bavière actuelle. On parle de la plus grande partie du sud de l'Allemagne moderne, une zone qui fait la liaison entre les régions du Rhin supérieur et du Danube supérieur. Ils sont donc au contact de Rome depuis plusieurs décennies, et les épisodes malheureux de leur lutte avec Caracalla, comme leur dernier démêlé sous Sévère Alexandre, démontrent qu'ils se connaissaient assez bien avec leurs voisins romains. Ok. Nos Alamans sont donc géographiquement à la frontière de Rome. Et logiquement, ils ont dû apprendre à vivre avec leurs voisins depuis longtemps, que ce soit dans des périodes de conflit, comme dans les périodes moins tendues avec le grand voisin impérial. Et on peut donc supposer qu'ils doivent avoir quelques informations sur ce qu'il se passe de l'autre côté du Limès. Maintenant, la question pour eux, c'est de savoir quelle politique adopter en ce printemps 235, alors que l'Empire vient d'être sonné par le meurtre brutal de l'empereur Alex. Et oui, car malgré les dernières années de conflit entre Rome et les Alamans, les relations entre les tribus et l'Empire
sont calmes en règle générale, ce qui n'est pas l'image habituelle que nous renvoient les auteurs. Les historiens romains nous donnent l'impression d'une guerre totale et généralisée dans leurs écrits. Mais c'est une perception fausse. Les Germains et les Romains sont des voisins qui coopèrent plus qu'ils ne s'affrontent la plupart du temps. En clair, la normalité, c'est que les Germains commercent massivement avec Rome et pacifiquement en général. Et depuis assez longtemps en fait. D'abord localement, en fournissant les produits de première nécessité aux milliers de légionnaires et de leur entourage le long de la frontière. Un commerce utile aux deux parties. Les Germains trouvent en échange de leurs grains et de leur bétail de nombreux produits manufacturés de l'Empire. Qui ne rêverait pas de boire dans une belle coupe en argent produite en Asie mineure, franchement? Mais aussi plus largement en vendant les richesses exclusives dont ils disposent, notamment l'ambre, cette résine naturelle fossilisée qu'on ramasse sur la Baltique et dont les Romains raffolent pour confectionner bijoux et potions. Si un jour vous visitez un musée romain et voyez un bijou en ambre, dites-vous que c'était ça, le Made in Germany de l'époque. Inévitablement, la perspective de reprendre une relation commerciale lucrative, si l'Empire se stabilise, doit être tentante pour les chefs alamans qui tirent toujours bénéfice des relations économiques passant par leur territoire, ne serait-ce qu'en transit. Et oui, mettre le feu au village et massacrer tout le monde n'est pas la seule façon de discuter pour nos tribus germaniques. Mince alors. Et tu nous dis que négocier permet souvent de trouver des accords profitables aux deux parties. Moins fun tout ça. Mais c'est probablement la meilleure option pour les Germains en général, et les Alamans en particulier. Surtout quand ils savent ce qu'ils risquent, à savoir une opération militaire qui pourrait facilement mal tourner pour eux. Absolument. Une autre option en parallèle de la reprise de relations commerciales reste évidemment la diplomatie. Les Alamans qui tiennent la région peuvent aussi désirer renouer des liens avec la puissance romaine qui cherche toujours à contrôler indirectement ces territoires. Acheter la paix et l'amitié des grands chefs de guerre est une vieille stratégie romaine qui marche bien d'habitude avec les chefs germains. Rome aime les États tampons sur ses frontières, qui assurent la stabilité régionale et tiennent à distance d'autres ennemis dont Rome ne veut pas avoir à se charger. La solution diplomatique devait forcément être sur la table cette année-là, si on en croit le récit des auteurs sur les intentions initiales de l'empereur Alex d'acheter la paix. Elle doit forcément avoir de l'intérêt pour les chefs alamans, quel que soit le nom du nouvel homme fort de Rome qui va remplacer l'empereur assassiné. Et oui, pour un chef alamand ou germain, pourquoi prendre le risque d'aller se battre pour s'enrichir, avec tous les risques associés à un pillage, alors qu'on peut très bien obtenir de quoi vivre très confortablement en demandant poliment une subvention à Rome. Les voisins de l'Empire, comme les Alamans, ont une carte intéressante en main avec leur localisation. Ils séparent Rome d'autres tribus et d'autres Germains, encore plus pénibles et angoissants si on en croit les écrits de Tacite. Et tout compte fait, se faire payer grassement comme garde-frontière n'est pas le pire job qu'on puisse imaginer pour un Germain. Mais il y a une troisième option, celle qui consiste à l'opposer, à poursuivre la stratégie de pillage et d'agression entamée depuis au moins 20 ans. La guerre, ou en tout cas l'option militaire, est toujours une solution possible, avec le commerce et la diplomatie. Et les Alamans ont su utiliser cette arme durant les dernières années, dès que Rome a baissé la garde pour se concentrer sur les autres fronts, le Danube ou la Mésopotamie. Avec le Limès dégarni et le gros des troupes envoyées combattre à l'est, les Alamans ont su monter des raids efficaces pour pénétrer dans les terres d'Empire et capturer butins et esclaves. On ne sait pas exactement quelles options débattent les chefs alamans en ce printemps 235. Cherchent-ils à renouer les liens avec les Romains en estimant qu'ils sont assez vengés de l'agression qu'ils ont subie? Peut-être. Difficile à dire, franchement. Car, encore une fois, on ne sait rien des chefs alamans. Les auteurs romains ne mentionnent aucun nom, aucun individu avec un rôle particulier. Mais, quoi qu'il en soit, la question ne va finalement pas se poser pour eux que de devoir choisir entre commerce, diplomatie ou raid. Car les Romains vont faire ce qu'ils savent faire de mieux lorsqu'on les défie, imposer leur solution. Immédiatement après la mise à mort de l'empereur Alex, les légions d'Airain décident de mettre sur le trône leur propre chef, le général Maximin le Thrace. Maximin qui se trouve à proximité, juste là, à Mayence,
à la tête des légions de défense du Rhin, à quelques kilomètres de la tente où a fini l'empereur Alex. Si cette proximité vous semble louche, sachez qu'elle a semblé tout aussi suspecte aux auteurs de l'époque. Pour une partie d'entre eux, aucun doute, Maximin était derrière le meurtre d'Alex. Maximin le Thrace est un cas exceptionnel selon les auteurs romains, qui ne manque pourtant pas de personnages détonnants. Un homme au physique hors norme, si on en croit l'histoire Auguste, une compilation de biographies d'empereurs, pas trop fiables, écrites au IVe siècle, jamais avare de détails pittoresques, voire carrément invraisemblables. L'histoire Auguste, donc, le décrit comme un géant de 2,40 m, avec une force et une endurance incroyables. Il aurait été recruté dans les légions de par Septime Sévère, qui passait par son village durant son adolescence. Mais seulement après avoir fatigué à la course à pied le cheval de l'empereur, vaincu 7 de ses meilleurs légionnaires, l'un après l'autre en combat singulier à la lutte. Un personnage haut en couleur. Oui. Alors, d'un certain côté, ça semble vaguement plausible. Et d'un autre côté, la même source précise que l'homme peut manger 30 kilos de viande par jour et boire 25 litres de vin. Rien que ça. Je pense qu'on peut dire que le terme pas trop fiable concernant l'histoire Auguste est une litote. Et si on décide qu'une partie des écrits sont des affabulations, on peut difficilement dire que le reste est 100% crédible dans ce cas. Mais bon, faisons l'hypothèse qu'on avait affaire à une vraie force de la nature, à un Conan pas barbant, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Maximin le Thrace? Alors, plus certainement, l'homme est né près de la frontière du Danube, de parents provinciaux, sans doute de lointaine ascendance barbare, même si lui et sa famille sont 100% romanisés à ce stade. Par contre, Maximin n'a sans doute pas une goutte de sang patricien dans les veines, d'où le surnom un peu condescendant de Thrace qu'on va lui affubler. Un surnom qui marque bien son origine de rustre de province, issu de cette région située à peu près au sud de la Bulgarie moderne. Parti de rien au sein des légions de Septime Sévère 40 ans plus tôt, il a fait une carrière fulgurante dans la Légion romaine. Maximin fait partie de cette nouvelle génération de soldats méritants, et en particulier ceux des Balkans, en qui Septime Sévère a confiance et qu'il a mis au poste important de l'armée. Notre homme a gravi tous les échelons pour arriver à la tête des légions du Rhin, et finalement à la tête de l'Empire. Et Maximin le Thrace ne va pas faire preuve de la moindre hésitation une fois parvenu sur le trône. D'abord, il fait le ménage en se débarrassant des soutiens d'Alex. Puis il réorganise son armée en combinant les forces de Mayence avec celles qu'amenait l'empereur en renfort. Et à l'été 235, il déclenche la quatrième option, c'est-à-dire la guerre. Mais pas la guerre de pillage que les barbares ont menée jusque-là maintenant en territoire romain. Non. Maximin le Thrace fait construire un pont quelque part sur le Rhin, puis il lance son armée sur le territoire des Germains pour la plus grande offensive outre-Rhin jamais vue depuis 2 siècles. Ah d'accord. Donc, si on ne sait pas ce que les Alamans voulaient faire à la suite de la mort d'Alex, on comprend que les Romains ont décidé de lancer l'offensive. Inversement, si son rôle originel était de commander les légions du Rhin et de se préparer à la guerre, et qu'en plus l'empereur Alex lui a amené sur un plateau les troupes existantes, notre géant des Balkans s'est retrouvé avec toutes les cartes en main du coup. C'est vrai. Et ne soyons pas trop surpris de la décision de Maximin. Tous les auteurs de l'époque confirment que c'est un guerrier dans l'âme, une force de la nature qui est arrivée en haut de l'échelle de l'armée par sa bravoure et ses capacités militaires hors normes. L'homme est un battant, un soldat dans les tripes. Il était donc assez peu probable qu'il soit rebuté par l'option militaire à la base. Et puis, de toute façon, quel autre choix avait-il vraiment? Lui qui a recruté et formé les nouvelles troupes du Rhin pour les préparer au combat, et qui reçoit une armée de renfort qu'on dit dépitée par le manque d'enrichissement des dernières années sous Sévère Alexandre. Une armée déçue par son indécision et son manque de courage, soi-disant. Maximin le Thrace est un parfait inconnu, sans légitimité aux yeux de l'Empire en cet été 235. C'est un guerrier parvenu au sommet, sans soutien politique ou civil à Rome, et empereur seulement par la volonté de cette armée, et rien d'autre. A-t-il seulement les moyens de s'opposer à leur volonté? On voit mal comment il aurait pu ne pas chercher à asseoir sa réputation de commandant en chef directement, ni d'offrir une bonne occasion de pillage aux troupes privées de butin et de gratification sous l'empereur Alex.
En tout cas, s'il voulait rester sur le trône plus que quelques jours. On pourrait dire, pour paraphraser un célèbre youtubeur, pour Maximin, la question, elle était vite répondue. Il n'y avait qu'une décision réaliste en fait. Le nouvel empereur devait aller porter le fer chez les Alamans. Et tant qu'à faire, ne pas y aller de main morte. Les auteurs font passer Maximin pour une brute épaisse, amoureux de la violence et sans la moindre pitié. Et après tout, cette description est assez plausible dans le fond pour un soldat de métier. Mais ça n'est pas contradictoire avec l'idée qu'il était peut-être tout autant prisonnier que l'empereur Alex de ses légionnaires pour prendre ses décisions. Et en tout état de cause, pour les chefs alamans, la situation change du tout au tout évidemment avec cette nouvelle. Ils ont probablement entendu parler ou même pu rencontrer cet homme redoutable qui a pris en main le recrutement des soldats de la région. Si les Allemands ont des espions et des relais sur place, ils ont compris qu'ils ont affaire à un guerrier d'expérience et à un leader éprouvé, un homme qui ne sera peut-être pas aussi facile à amadouer que son prédécesseur. Et puis, il n'y a pas que Maximin le Thrace en fait, il y a aussi son armée, et pas n'importe quelle armée. Le nouvel empereur entre en territoire ennemi à la tête de plusieurs légions, des légions recrutées par ses soins ou des vétérans emmenés par l'empereur Alex de Mésopotamie pour stabiliser la frontière et au moins impressionner les Alamans avant les négociations. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une masse considérable de soldats. L'auteur de l'histoire Auguste parle de toute l'armée romaine, rien que ça. Bon, c'est évidemment une simplification pour dire beaucoup de soldats, qu'on peut quand même estimer à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être 40 000 combattants qui traversent le Rhin cet été. Inversement, nous n'avons pas de chiffres précis sur les forces alémaniques disponibles à ce stade, mais on peut faire le pari que les Alamans n'ont pas les moyens logistiques ou techniques pour monter une force similaire afin d'affronter les Romains. Les tribus peuvent mobiliser beaucoup d'hommes, mais pas forcément équiper et structurer une force pareille pour mener une guerre conventionnelle. Et puis, il y a plus que la simple arithmétique du nombre d'hommes dans chaque camp. La force des Alamans, c'est avant tout les troupes de choc, les soldats équipés d'armes de contact à même de frapper au corps à corps. Car les Germains n'ont pas d'organisation sophistiquée des troupes. La procédure standard consiste à se rassembler sur un point précis à couvert et à courir en masse sur l'ennemi, et à l'engager au corps à corps avec un maximum d'impact pour briser son organisation et provoquer la panique. Panique localisée d'abord, mais qui peut entraîner toute une armée en déroute. Mais cette technique ne peut marcher que si vous arrivez à vous approcher des lignes romaines. C'est ça l'enjeu pour les Germains. Se ruer assez vite sur l'ennemi pour casser leur ligne de défense. Sauf que les Romains connaissent une ou deux choses au sujet de la tactique militaire quand même. Et Maximin dispose notamment, grâce au renfort de Sévère Alexandre, de troupes auxiliaires spécialement équipées et formées pour contrer ce genre de problème. Des javelots morts, des archers arméniens, des cavaliers parthes, des hommes recrutés aux quatre coins de l'Empire, formés au combat à distance. Et non seulement des troupes auxiliaires capables de frapper l'ennemi avec des armes de jet ou de trait, mais aussi de l'artillerie antique, comme les scorpions, ces machines sophistiquées capables de projeter des flèches à grande vitesse. Les Alamans, aussi braves soient-ils en combat à corps, sont peu préparés à se carapacer en formation pour se protéger collectivement contre des armes de ce type qui fonctionnent un peu comme un tir de barrage pour de l'infanterie moderne. Une charge frontale contre des légions romaines dans ces conditions est très risquée. Les Romains sont assez doués pour supporter une charge avec leur formation compacte, et si leurs armes de jet et de trait viennent les soutenir, c'est l'hécatombe garantie pour les assaillants. En 235, alors que les armées de Maximin le Thrace traversent le Rhin, la vérité pour les Alamans, c'est qu'il ne leur reste plus qu'une solution. Et cette solution, vous l'avez deviné, c'est la fuite. Les auteurs qui nous rapportent la campagne décrivent d'ailleurs une guerre à sens unique. Maximin brûle les villages, détruit les troupeaux, massacre une bonne partie de la population ou les réduit à l'esclavage. Une campagne éclair qui ravage le sud de l'Allemagne moderne. Un beau morceau de bravoure avec un empereur à la tête de l'armée qui laisse s'enrichir en pillant le pays. Une campagne d'éradication de la menace nette et sans bavure. C'est bien ça? Oui, à la première lecture en tout cas, Maximin fait un ravage sans trop d'opposition dans le territoire alamand dès les premières semaines. D'autant que l'histoire Auguste
jamais à court d'une approximation, précise pour terminer que si tous les Germains n'avaient pas fui vers les marais et les forêts, Maximin aurait mis tout le pays sous sa domination. Rien que ça. Mais bon, cet essai 235 ressemble quand même à une promenade militaire pour les Romains, à en croire les auteurs. Mais il y a une autre façon de lire le texte, en fait. Une autre manière qui pointe très clairement dans une autre direction. En creux, on comprend que cette fuite des Alamans n'est pas juste un sauve-qui-peut éperdu dans les bois. Comme la suite va le démontrer, les Alamans ont clairement une stratégie, celle du repli calculé pour éviter l'affrontement direct avec un ennemi imbattable en plein champ. Et la technique a plusieurs avantages. Évidemment, vous allez me dire, d'abord rester en vie pour commencer. Avantage non négligeable pour un Alaman, comme pour n'importe qui devant un ennemi venu faire un carnage. Soit. Mais il y a plus que ça. La fuite signifie surtout dans ce contexte un repli sur du terrain favorable. D'abord, les zones forestières et marécageuses qui constituent l'habitat des Alamans sont extrêmement difficiles à explorer pour les Romains qui ne connaissent pas les lieux et peuvent avoir du mal à trouver leur chemin pour poursuivre un ennemi. Mais en plus, avancer en formation compacte et utiliser les atouts des armées romaines y est virtuellement impossible. Les forêts denses, comme les marais avec leurs multiples cachettes, empêchent les troupes de javelots et d'archers d'être efficaces contre des ennemis bien protégés par l'environnement naturel. Ce sont de superbes protections contre une armée incapable de déployer sa force de frappe dans des conditions pareilles. Et puis il y a un dernier avantage à cette technique de fuite. En se retirant en profondeur dans les terres, les Alamans cherchent à étirer la ligne logistique romaine. La puissance romaine dépend en grande partie de sa chaîne d'approvisionnement, qui est indispensable à toute armée qui veut progresser. Vivres, matériel, renforts, tout cela ne peut s'acheminer vers la tête de l'armée que si une ligne logistique subsiste plus ou moins entre l'armée en campagne et les bases d'outre-Rhin. Sinon, la seule autre option consiste à couper les liens et à vivre sur le terrain, en pillant tout sur son passage. C'est aussi une option que les Romains ont sans doute utilisée partiellement, mais bien plus épuisante pour l'armée d'invasion, et qui ne peut pas fonctionner indéfiniment. En attirant Maximin le Thrace à l'intérieur du pays, les Alamans le poussent à prendre des risques, soit sur sa chaîne logistique, soit en cherchant un combat rapide, en terrain défavorable. Un choix cornélien s'il en est. Bon, si je résume, la soi-disant fuite des Alamans dans les bois et les marais ressemble en fait à une véritable guerre asymétrique. Les Alamans sont en train de mettre en œuvre ce qu'on appellera bien plus tard la guérilla. Devant un ennemi logistiquement ou militairement supérieur, il faut utiliser le pays, le terrain, à son avantage pour conserver sa force et saigner celle de ses ennemis. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre ce petit bémol de l'histoire auguste sur Maximin. Presque sur le point de soumettre tous les Germains. Presque. Si on écarte la propagande, on réalise surtout que les troupes romaines sont incapables de soumettre vraiment ce peuple et ce pays. Ce que l'auteur met sur le compte de la forêt et des marais, sous-entendu une espèce de coup de bol monstrueux qui assure la survie des Alamans, semble bien en fait être une stratégie de leur part. Finalement, est-ce les Alamans qui sont chanceux ou bien les Romains qui sont trop arrogants et trop sûrs d'eux? Comme nous l'avons expliqué au tout début, notre perception des Germains des tout premiers siècles est trop souvent contaminée par la vision romano-centrée du monde que nous donnent les auteurs. Les Romains ont tout inventé, ont tout compris. C'est uniquement leurs problèmes politiques ou économiques qui déterminent le cours de l'histoire ici ou là. Une défaite romaine est forcément le responsable et le général romain ou la désunion des forces romaines. Mais sinon, ils ne peuvent que gagner normalement. Les autres ennemis ne sont là que pour le décor. Victoire ou défaite de Rome ne dépendent toujours que de Rome, bien sûr. Mais nous devons essayer, avec le peu d'informations dont nous disposons, de nous extraire de cette vision simpliste d'un monde où tout part de Rome et tout s'explique avec Rome. Une autre lecture est possible. Une lecture qui nous laisse deviner des Germains pas si bêtes et pas si ignorants qu'ils ne comprendraient pas les atouts dont ils disposent pour mener une guerre asymétrique et tenir sur la durée face à une armée bien plus forte. Il y a une certaine forme de sophistication et d'intelligence stratégique à savoir faire le gros dos lorsque l'arithmétique du moment est contre vous. Les Germains du IIIe siècle, aussi frustres et simples que nous les décrivent les auteurs comme le cinéma moderne, avaient tout de même assez de finesse pour mettre en œuvre une tactique de ce genre. Être moins fort sur un champ de bataille conventionnel ne veut pas dire sans capacité guerrière.
ou sans sens tactique. Et puis, il y a plus que ça quand on y pense. Il n'est pas évident que les Romains l'aient perçu, obnubilés qu'ils étaient par la force militaire inférieure dont ces peuples disposaient, qu'une arme plus redoutable était en train de grandir chez leurs voisins. Et cette arme, c'est la connaissance intime du monde romain, de ses forces comme de ses faiblesses, de ce que Rome est capable de faire, comme de ce que Rome ne peut pas réaliser. Ne laissez pas les auteurs romains vous tromper. La faiblesse des Germains du IIIe siècle qu'ils nous décrivent cache leur plus grand atout en devenir, la compréhension de leur ennemi. Une arme que Rome ne possédera sans doute jamais, et dont les Germains, à commencer par les Alamans, mais bientôt aussi les Francs, vont devenir les experts. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.